Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Le gouvernement s'exprime qui reçoit aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo, avec qui nous ferons le bilan de ce département ministériel. On parlera de la révision de la liste électorale, de la réforme du code électoral, du référendum qui s'est tenu en novembre 2024, mais bien d'autres chantiers également relatifs à ce département ministériel. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Et peut-être pour commencer, quel est le bilan que vous dressez de votre secteur 2 ans après la transition qui tire à sa fin? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, déjà, il faut dire que lorsque nous sommes arrivés aux fonctions, nous avons eu sur notre table une feuille de route. Une feuille de route instruite par le chef de l'État. Au titre de cette feuille de route figurait un certain nombre de chantiers. Vous en avez commencé à évoquer quelques-uns. L'un des plus gros a été celui de la carte nationale d'identité électronique. Le deuxième chantier qui s'est invité, c'est celui donc de la révision de la liste électorale, de la préparation du référendum, de la loi sur les partis politiques, du code électoral et donc de bien d'autres chantiers au titre de notre feuille de route. À côté de cela, bien évidemment, nous avons les missions classiques du ministère de l'Intérieur, que ce soit en matière d'administration du territoire, de collectivité locale, de protection civile, de questions de sécurité, de frontières. Donc, tous ces chantiers, nous le croyons, ont émaillé notre quotidien. Et à la faveur de cette émission, il nous sera tout à fait plaisir de vous en faire quelques points. Effectivement, Monsieur le ministre, on va peut-être commencer par le référendum constitutionnel qui s'est tenu, je le disais déjà, en novembre dernier. L'organisation donc de ce scrutin a soulevé de nombreuses interrogations dans l'opinion. Quels ont été les principaux défis à votre niveau que vous avez dû relever et comment le gouvernement a-t-il assuré finalement la crédibilité de ce processus électoral? Alors, le premier défi, c'était d'abord de permettre au ministère de l'Intérieur de se réapproprier cette matière. Car il vous souviendra qu'à la faveur de la loi 796, portant disposition commune à toutes les élections politiques, la compétence d'organiser les élections était exclusivement donnée au ministère de l'Intérieur. Donc ça a été le premier défi. Il fallait former les équipes, il fallait mobiliser les équipes, il fallait sensibiliser les équipes sur la matière. Donc ce défi, nous croyons que très modestement, nous l'avons relevé. Le deuxième défi, c'était de sensibiliser les populations, communiquer sur le référendum. Là aussi, le référendum n'étant pas un rendez-vous fréquent dans l'histoire de notre pays, nous en avons connu 2, donc c'était le 3e. Et nous avons, à la faveur de cela, mis en place une commission qui a sillonné le pays pour expliquer aux compatriotes c'était quoi un référendum, de quoi s'agissait-il, c'est quoi la Constitution, quel choix fallait-il faire. Donc il y a tout ce travail de communication qu'il a fallu faire. Et ça, nous pouvons dire qu'avec l'aide de la société civile, avec l'aide de tous les acteurs, avec l'aide du citoyen lambda, c'est un exercice auquel nous sommes livrés et nous croyons que là aussi, nous avons coché la case positive. Troisième défi, c'est un défi lié au timing. Généralement, dans notre pays, nous organisons les élections en saison sèche, pendant les grandes vacances. Là, hasard du calendrier, on peut le dire ainsi, le 16 novembre. En pleine saison de pluie, en pleine année scolaire, en pleine année administrative. Donc là aussi, il fallait démontrer qu'il nous était possible d'organiser le référendum en cette période. Fort heureusement, avec les dispositions que la Cour constitutionnelle nous a permis de prendre, nous avons pu permettre une période de changement de centre pour faciliter le vote des populations qui ne pouvaient pas se rendre dans l'arrière-pays. Donc là aussi, nous avons pu relever ce défi. Il fallait régler la question de l'accès dans les zones les plus reculées, dans les zones lacustres. En période de pluie, ce n'est pas souvent aisé. Là aussi, nous avons pu relever ce défi-là. Au titre de ces défis, il a également fallu donner corps à une nouvelle liste électorale. Vous savez qu'avant le référendum, il nous a fallu réviser cette liste électorale. De cette liste, nous avons pu extraire environ 24 000 personnes décédées. Ce n'est pas peu, c'est quelque chose de considérable. Nous avons pu confirmer aux compatriotes qu'il s'agissait d'une liste plus fiable, puisque nous avons mis en place le numéro d'identification personnelle qui évite des doublons. Nous avons également permis que le niveau d'abstention soit le moins important possible. Mais quand même, on a remarqué, Monsieur le ministre, vous allez poursuivre l'abstention, puisque vous en parlez, on rebondit rapidement là-dessus. Le taux était quand même important et l'opinion a pointé du doigt. Peut-être un problème de communication, même si vous avez évoqué le fait que les agents se soient déployés sur le terrain pour expliquer aux populations. Est-ce que c'était un problème de communication ou un désintérêt finalement? Non, il faut dire que c'est aussi la matière.
nous parlons de référendum, et je le disais que ce n'est pas un rendez-vous fréquent. Oui. Il fallait que les populations s'intéressent au référendum. Nous avons coutume de nous déplacer pour élire un nom, un visage. Là, il s'agissait de répondre à une question. Donc c'était un exercice qui n'était pas aussi aisé que cela. Donc cela a pu justifier une certaine démobilisation. À cela s'ajoute le fait que, en dépit de l'exercice auquel nous sommes livrés, à savoir le retrait des personnes décédées des listes, il s'en est encore trouvé un bon nombre. Donc ça a gonflé le nombre d'abstentionnistes, si on peut l'exprimer ainsi. Et puis, il y a à tenir compte du fait que beaucoup de personnes ont hésité à faire le changement en se disant que si nous, par exemple, nous votons à Libreville, qu'adviendra-t-il de la situation de l'élection législative? Est-ce que nous aurons encore la possibilité de nous rendre dans l'arrière-pays pour voter? Donc, beaucoup n'ont pas pris le risque. Ils se sont dit, bon, je maintiens mon nom dans l'arrière-pays, mais le jour J, ils n'ont pas fait le déplacement. Donc, toutes ces raisons, je crois, sont à mettre au titre des éléments qui ont pu justifier cette abstention. Encore que ce ne sont pas des marges qui sont très éloignées des taux que nous avons pu enregistrer lors de ces dernières années dans notre pays. Alors, vous avez quand même extrait 24 000 personnes décédées à la première révision avant le référendum, mais la liste électorale, elle également, a fait polémique, a été pointée du doigt lors de ce référendum constitutionnel. On vient d'assister à la révision, finalement, pour la prochaine élection présidentielle de cette liste électorale. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce processus? Alors déjà, il faut dire que nous avons mieux organisé les choses, encore heureux, puisque nous avons tiré les leçons du référendum, et vous avez bien fait d'indiquer cela. Je le disais que nous avons constaté, en dépit de nos efforts, de nombreuses personnes encore sur les listes, et c'est normal. Oui. Lorsque nous avons fait la révision et lorsque nous avons affiché la liste, il y a des personnes qui étaient encore décédées. Et puis les familles ne se sont pas spontanément, informer l'administration, présenter les actes de décès, et nous le comprenons, puisque ce n'est pas un acte systématique. Vous savez, lorsque dans l'arrière-pays, on perd un parent, le premier réflexe, ce n'est pas de chercher un acte de décès, c'est de l'inhumer dignement, et puis les formalités administratives, on s'y intéresse lorsqu'il y a des questions de pension à gérer. Donc là, à la faveur de cette révision qui a pris fin il y a quelques jours, en attendant la finalisation de tout le traitement, nous sommes à quasiment plus de 53 000 nouveaux enrôlés. Très bien. 53 000 nouveaux enrôlés avec environ 14 000 personnes décédées retirées des listes. C'est à noter. Nous avons également, en ce qui concerne les personnes privées de liberté, mais jouissant toujours de leur droit de vote. Les personnes en détention. Exact. Dans les 9 établissements pénitentiaires que nous avons pu enregistrer environ 263 enrôlés, donc qui vont bien évidemment le 12 avril pouvoir voter. Donc je crois que nous allons de mieux en mieux vers quelque chose de plus abouti, de moins contestable. Nous avons systématisé le travail d'identification des personnes décédées. Nous avons mis à contribution nos personnels, les chefs de village, les chefs de quartier, et nous avons à nouveau sensibilisé, invité les populations à signaler. Donc mis bout à bout, je crois que nous allons sur des chiffres qui reflètent de mieux en mieux la réalité. Est-ce une garantie de la fiabilité de ce fichier finalement? Est-ce qu'on est loin de ce qu'on décriait par le passé par rapport à cette liste électorale? Je crois que oui, parce que déjà avec l'introduction du NIP, je le disais, à un individu est rattaché un NIP, il n'est pas possible d'avoir des doublons sur la liste électorale. S'il y a doublons, c'est une erreur humaine. Et même là encore, je vous dis, les probabilités d'existence de doublons sont quasi nulles. À cela s'ajoute le fait que nous avons quand même systématisé. Ouais, le code électoral nous permet de faire l'enregistrement automatique. Les compatriotes qui avaient 16 ans et se sont enregistrés au NIP, enrôlés au NIP, lorsqu'ils atteignent la majorité électorale de 18 ans, ils sont directement pris en charge sur la liste électorale sur la base du fichier NIP, qui est un fichier plus sécurisé. Et là aussi, je veux dire que et je tiens à remercier les jeunes qui se sont vraiment mobilisés. Nous avons pu voir à la faveur de cette révision beaucoup de jeunes se faire enrôler, beaucoup de jeunes être plus sensibles à la matière politique. Ils ont compris que le fait politique n'est pas le seul fait des acteurs politiques, mais c'est également le fait du citoyen lambda. Et là, je crois qu'avec cet intérêt aussi qui se voit dans l'interpellation, chaque fois que le ministère a communiqué, le ministère a eu des feedbacks ou le ministère a pu réagir à des interpellations. Donc ça marque un intérêt, ça marque quand même une certaine maturité dans l'organisation. Et nous croyons que cette liste électorale qui va être affichée, liste provisoire, dans quelques jours, donnera lieu d'abord
à un moment où les populations vont venir se rendre compte que les modifications sollicitées ont bel et bien été prises en compte. Et il y aura les 3 jours prévus par la loi pour permettre les réclamations. À l'issue de ces réclamations, nous allons traiter pour l'affichage de la liste électorale définitive. Nous croyons que tout ce processus-là, c'est un processus qui s'accompagne de moins en moins de scories, de moins en moins d'éléments de dysfonctionnement. Mais encore une fois, vous conviendrez avec moi que la perfection n'est pas de ce monde. Certainement. Chaque jour qui passe, nous tendons vers cela et nous espérons un jour pouvoir satisfaire l'ensemble des Gabonais. Il y a le phénomène des bœufs votants. Permettez de rebondir sur la question. On a longtemps vu des populations qui étaient transportées. Vous êtes un homme politique et vous comprenez de quoi je parle, et les populations également, transportées de Libreville vers l'intérieur du pays lors des périodes électorales. Quand il y a eu la révision de cette liste électorale, quels ont été les garde-fous pour éviter qu'on retombe dans ces pratiques du passé? Alors déjà, il faut dire que ça, c'est une des innovations du code électoral, nouveau code électoral, et nous viendrons au titre de cela. Cela n'a pas été systématiquement pris en compte. Pourquoi? Parce que le code électoral est intervenu, a été adopté le 19 janvier 2025. La révision avait déjà commencé, donc cela n'a pas été systématiquement pris en compte. Donc, mais ce qui est important à saluer, c'est que c'est désormais écrit noir sur blanc que la question du lieu de résidence, du lieu d'inscription, doit pouvoir être inscrite. C'est-à-dire que l'individu lambda qui veut s'inscrire dans un centre de vote, dans un lieu précis, doit être en capacité de justifier le lien qu'il a avec ce lieu. Et dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons de moins en moins de situations de ce bœuf votant. Encore que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'affaire du seul Gabon. C'est des comportements ou c'est des attitudes politiques qui sont observables en plusieurs lieux. Ça a pu justifier, ça a pu s'expliquer à un certain moment de notre histoire politique. Mais là, je crois que dans le cadre du code électoral, tous les acteurs se sont accordés pour dire que ça suffit. Cet élément ne reflète pas la réalité. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations où nous avons des élus qui n'ont pas la légitimité. Ils ont certes la légalité parce qu'ils ont été élus, mais ils n'ont pas la légitimité parce que ceux qui les ont élus ne sont pas les populations qui sont fixées sur le territoire, les populations qui ont un lien avec la localité. Donc, voyez cela comme un petit pas, mais un pas vers quelque chose de plus organisé. L'un des griefs qui a été fait au département dont vous avez la charge est celui, et vous l'avez précisé, du fait que la révision de la liste électorale a commencé en début janvier et le code électoral n'a été adopté que vers la fin du mois de janvier, le 25 janvier, si j'ai bonne mémoire. Sur quelle base légale s'est appuyée cette révision de la liste électorale? Est-ce que finalement, on a eu le code ancien et le nouveau code qui se sont appliqués pour la révision? On ne peut pas être en vide juridique. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code électoral, l'ancien fonctionnait. L'ancien était valide. Donc, l'ancien disait que par année, il y a une révision qui se fait. Dès le 1er janvier, on est en légitimité, en légalité de faire cette révision. Nous n'avons pas une situation de vide juridique. Nous avons fait cette opération sur la base d'un cas juridique qui était bel et bien valide. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été fait en tenant compte du texte actuel. Maintenant, le code électoral, le nouveau, est entré en vigueur, a été promulgué, entré en vigueur, le décret a été promulgué, entré en vigueur le 19 janvier 2025. C'est sur la base de ce code électoral que nous organisons désormais les choses. Mais la révision s'est faite en respect de la loi. Ça, je tiens à le dire ici. Est-ce que finalement, il n'y a pas chevauchement des deux textes, puisque la révision s'est faite sur la base de l'ancien? Aujourd'hui, il y aura cette période de réclamation sur la base du nouveau. Est-ce qu'il n'y aura pas... Il n'y a pas eu de disposition contraire. Si encore on avait des dispositions qui s'affrontaient, encore qu'en pareille circonstance, les dispositions les plus actuelles sont celles qui s'appliquent. Mais nous n'avons pas eu de situation où nous avons déroulé le processus en violation d'une disposition du nouveau code. Bien au contraire, nous nous sommes enrichis du nouveau code qui a permis de tenir compte, par exemple, je le disais, de l'enregistrement automatique des personnes qui ont 18 ans et qui sont déjà dans la base du NIP. Venons-en à ce nouveau code électoral. Quelles sont les principales avancées, les principales innovations? Alors d'abord, sur l'esprit, parce qu'il faut indiquer que c'est un texte qui a vu son commencement dans le cadre d'une commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet du code électoral. Cette commission regroupait environ 29 membres, présidée par le ministre en charge de la réforme des institutions, entourée d'universitaires, de professeurs de droit, entouré d'acteurs de la société civile, entouré également d'acteurs politiques. Cette commission a mené des auditions pour essayer de s'inspirer, de tirer profit, de tirer parti
des expériences vécues par certains acteurs politiques qui ont fait de très bonnes suggestions. Cette commission a également mis à contribution des recommandations, notamment celles issues du référendum de 2024, du 16 novembre 2024. Ces organisations qui sont venues observer les élections et le référendum et qui ont constaté un certain nombre d'éléments ont fait des recommandations très intéressantes qui ont été prises en compte dans ce code électoral. Ces commissions ont également fait du droit comparé, vu un peu la situation dans d'autres pays, comment ça se passe au Sénégal, comment ça se passe en France, comment ça se passe à côté. Donc, mis bout à bout, cette commission a proposé au gouvernement un texte. Le gouvernement l'a examiné, l'a envoyé au Conseil d'État et par la suite, le gouvernement l'a transmis au Parlement réuni, convoqué en session extraordinaire. Les deux chambres du Parlement l'ont examiné. Chacune des chambres l'a adopté en des versions différentes. Il a fallu mettre en place une commission mixte paritaire, laquelle s'est réunie, a gagné un texte unique. Et ce texte a été envoyé à la Cour constitutionnelle qui l'a validé. Et depuis le 19 janvier 2025, nous avons donc ce code électoral. Donc l'esprit, il est important parce que de bout en bout, il a fallu se tenir compte de l'inclusivité, de ce que nous avons là-dedans, l'ensemble de ce que nous pouvons proposer en termes de recommandations. Maintenant, sur la lettre elle-même. Des innovations. D'abord, c'est un texte qui est unique. Jusqu'à présent, notre code électoral était constitué de différents textes qui étaient un peu épars, par-ci, par-là. Là, nous avons un texte unique avec 4 livres. Un premier livre qui porte sur les dispositions communes à toutes les élections politiques et le référendum. Un deuxième qui porte sur les dispositions spécifiques à l'élection du président, à l'élection des députés, ainsi de suite. Un troisième qui porte sur les contentieux et un dernier qui porte sur les dispositions diverses, transitoires et finales. Donc là, plutôt que de s'éparpiller, nous avons quelque chose qui est harmonisé, qui est unifié et qui facilite la lecture et la compréhension. Donc ça, c'est sur la lettre. Maintenant, lorsque nous allons dans le fond. Très bien. L'une des premières innovations, ce sont ces organes-là. Donc, il y a la réaffirmation de la compétence exclusive confiée au ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. Il y a la mise en place de la Commission nationale d'organisation et de coordination élections et du référendum, qui est l'outil opérationnel du ministère, qui se charge vraiment de mettre en musique, d'organiser de manière pratique ces élections. Et il y a l'autorité de contrôle des élections et du référendum, qui agit un peu comme une sorte de gendarme, pour s'assurer que lorsque la Commission, lorsque le ministère de l'Intérieur travaille, il travaille en respectant la norme. Quelle sera la différence entre cette commission mise en place et les anciennes commissions électorales indépendantes? Alors, les commissions électorales sont simplement des commissions qui sont mises en place quasiment un mois avant le scrutin et qui restent, qui vont rester, puisque ce sont elles qui, de manière pratique, iront dans les différentes localités, dans les différents postes consulaires pour organiser le vote. Oui. Avec toujours la même composition, un président, un vice-président, des assesseurs, ainsi de suite, des rapporteurs, avec dans les bureaux les compositions avec des assesseurs. Donc, cette commission nationale, vraiment, c'est elle qui va coordonner le travail des différentes commissions électorales consulaires. Encore une fois, qui n'a rien à voir avec le travail de l'autorité. L'autorité agit comme contrôle, veille à ce que le travail se fasse en respect de la norme. C'est bien de faire la distinction, c'est important. Elle est importante. Si nous ne percevons pas la distinction, on va se laisser aller dans des conjectures qui n'ont pas de sens. Donc, nous avons cette innovation au niveau du code électoral. Nous avons également d'autres. L'une de celles-ci, c'est le point sur l'affichage des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Oui. Lorsque vous parcourez l'histoire politique de notre pays, vous vous rendez compte que ça, c'est une des revendications, une des demandes fortes qu'il y a toujours des acteurs politiques de la société civile de tous bords. À l'issue du référendum, nous avons vu dans les recommandations qui ont été faites par les différentes missions, par les différents acteurs, cet élément. Et justement, la commission l'a examiné. Je vous disais que la commission avait fait des auditions, avait fait du droit comparé, avait entendu et exploité les différents rapports. Et la commission a proposé cela. Le gouvernement l'a acté, le Parlement l'a acté, la Cour constitutionnelle tout autant. Donc, nous avons déjà ces dispositions d'affichage bureau de vote par bureau de vote. Innovation majeure également, le vote des détenus. Privés, certes de liberté, mais jouissant encore de leur droit de vote. Là, c'est vraiment quelque chose de majeur, de fondamental. Dans les 9 établissements pénitentiaires, principaux établissements pénitentiaires de notre pays, nous savons que nous avons des compatriotes qui vont pouvoir voter. Innovation également, c'est le retour des observations dans les bureaux de vote. Donc, les observateurs vont toujours observer. Nous l'avons expérimenté lors du référendum. Là,
ça a été sacralisé dans le code électoral avec la disposition sur la limitation de temps pour éviter de la cacophonie. Parce que lors du référendum, nous avons pu assister à des situations où certains observateurs se pensaient membres de bureau et s'installaient quasiment avec parfois des moments où il y avait de l'interférence dans le processus, ce qui est interdit par la loi. Nous avons également introduit dans le cadre de la moralisation de la vie politique les plafonnements de dépenses de campagne. L'idée, c'est que avant et après l'élection, les candidats doivent présenter un compte prévisionnel de campagne. Encore que pour les prochaines élections, la loi dispense de cette exigence. D'accord, pour l'élection présidentielle. Exact, présidentielle, législative et celle qui suit. L'article 377 du Code électoral dit clairement que pour ces élections, l'exigence du compte prévisionnel saute. En revanche, le compte d'exécution doit être présenté. Ça veut dire qu'avant de vous lancer, pour le compte prévisionnel, vous dites, voilà les entrées que j'aurai, voilà les dépenses que j'envisage effectuer. Ça, c'est le compte prévisionnel. D'accord. Le compte d'exécution, c'est maintenant celui qui confirme que j'avais annoncé que j'aurais telle entrée, effectivement, voilà les entrées que j'ai eues. J'avais annoncé que j'aurais telle dépense, effectivement, voilà les dépenses que j'ai eues. Avec toute la documentation qu'il faut, c'est important. Et puisque vous êtes sur la question financière, monsieur le ministre, il y a cette question liée à la caution des candidats qui sont qui veulent briguer la magistrature suprême, l'élection présidentielle. Elle est de 30 millions, c'est bien cela. Oui. Beaucoup dans l'opinion se disent un agriculteur au niveau de Fougamou voudrait également être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi avoir mis la barre si haute sans penser forcément à toutes les couches de la population qui pourraient vouloir briguer ce fauteuil? Il n'est pas pour une certaine élite ou pour... voilà. Cet agriculteur, il ne se lève pas un matin et il dit « je vais être agriculteur ». Lorsqu'il a cette idée, il envisage, il a un projet d'organisation de son agriculture. Il faut trouver un champ, il faut trouver des engrais, il faut trouver de la main-d'œuvre, il faut trouver tout ce qu'il faut pour faire sa plantation. Donc ça veut dire que lorsqu'on se lève en se pensant un destin présidentiel, il faut se donner les moyens de son rêve. Est-ce que derrière, on ne favorise pas des personnes qui auraient détourné les fonds? Nullement. Non. Je crois que nous avons lu par-ci, par-là, beaucoup de choses qui se sont dites sur ça. Écoutez, ce sont des compatriotes qui aspirent à la plus haute fonction dans notre pays, la fonction présidentielle. Il faut une charge symbolique à cela. Il faut une charge d'engagement à cela. Nous demandons, la loi dit 30 millions. Mais lorsque vous vous engagez dans une telle campagne, Madame Biyogo, je crois que vous avez d'abord, si vous êtes dans un parti politique, vous avez votre parti politique qui vous soutient. Si vous n'avez pas de parti politique, si vous avez des connaissances, si vous avez des parents, si vous avez des amis, il y en a qui croient en vous, qui sont en capacité de se mobiliser, de soutenir votre projet. Et mieux, vous-même déjà, vous devez déposer, vous devez vous mobiliser, vous organiser pour préparer votre caution. Nous parlons quand même de la fonction la plus importante, la plus haute de nos institutions, celle du président de la République. Donc, c'est aussi, et tant au niveau de la commission qu'au niveau des parlementaires, ça a été vu comme quelque chose qui décourage aussi un peu les candidatures fantaisistes. Notre histoire est hélas riche de ces candidats qui se pensent un destin présidentiel, mais très vite qui s'arrêtent le lendemain, après qui marchandent leur alignement. Et qui parfois sont, motivés par certains acteurs politiques, il faut le dire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ces 30 millions qui sont déposés, s'il a 10%, 50% des 30 millions seront donnés. La loi prévoit qu'un montant lui sera restitué. Donc, ce n'est pas tant, l'idée n'est pas de décourager, bien au contraire. L'idée, c'est de sacraliser, c'est de donner du sens, du symbole à cette fonction. Et vraiment, encore une fois, de dire à ceux qui s'engagent, prenez le temps de réfléchir. Comme disait un acteur politique français, c'est en me rasant tous les matins que j'y pense. Donc, si vous y pensez, écoutez, faites ce qu'il faut pour vous présenter au ministère de l'Intérieur et déposer vos dossiers de candidature. Herman Imongo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette première partie du gouvernement s'exprime est à présent terminée. On se retrouve derrière parce qu'il y a une deuxième partie, chers téléspectateurs. On continue avec les innovations du code électoral. Pourquoi on parlera de l'élection à venir, l'élection présidentielle. Et bien sûr, on va embrayer sur les questions de collectivité locale et d'autres points en rapport avec le département dont monsieur le ministre Herman Imongo a la charge. À tout de suite.
Deuxième partie de ce numéro de votre émission, le gouvernement s'exprime avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Herman Imongo. Monsieur le ministre, nous étions sur les avancées en rapport avec la réforme du code électoral. On a une avancée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue de faire parler dans l'opinion, c'est celle relative à ce que les militaires, les magistrats et certains comptables puissent se porter candidat à certaines échéances politiques. Quelle est votre lecture déjà de cette avancée, de cette innovation, s'il faut la considérer ainsi? Ma lecture, je ne dirais pas ma lecture, mais la lecture de tous les acteurs qui ont été pris dans le processus de travail de ce texte. Alors, tous ces acteurs se sont dit que ces magistrats, ces comptables publics principaux et ces militaires sont d'abord et avant tout des Gabonais. Des Gabonais qui ont à cœur d'apporter une contribution à l'édification de notre pays. Des Gabonais qui, dans une partie de l'histoire de leur corporation, jouissaient de ce droit et s'en sont vus privés. Le cas des militaires. Avant 2010, il était permis pour les militaires d'y prendre part. Donc c'est depuis 2010 que cette disposition est venue leur priver de cette liberté. Et donc, à la faveur de cette transition, nous avons pu constater ces militaires, ces acteurs, prendre part de manière effective au fonctionnement des organes. Je vous parle du Parlement, où, lors de mes nombreuses auditions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'ai eu en face de moi des Gabonais, certes des militaires, mais des Gabonais qui ont su de manière claire, de manière prégnante, montrer que cette catégorie de compatriotes avait de manière claire, indéniablement envie d'apporter leur contribution à l'édification de notre pays. Donc, ce que le Code électoral consacre, c'est simplement rétablir une forme de justice à ces compatriotes qui étaient victimes d'une injustice. Alors, la condition, c'est que ces personnes doivent demander une autorisation, une mise à disponibilité auprès de leur hiérarchie, un mois avant le scrutin. Donc, s'ils sont élus, tant mieux. Cette mise à disponibilité court le temps du mandat. Mais s'ils ne sont pas élus, libre à eux de repartir, comme on dit, à la maison. Pour le cas des militaires, est-ce que ce n'est pas une disposition qui vient faire le lit finalement au général président aux commandes actuellement? Non, attendez, il n'y a pas que la présidentielle. Il y a les législatives, il y a les sénatoriales. Donc c'est tout un ensemble d'élections, élections générales, pour lesquelles ces compatriotes pourront être candidats. Que ce soit les militaires, que ce soit les magistrats, que ce soit les comptables publics principaux. Parce que toutes ces catégories, nous les retrouvons dans les organes de la transition. Donc, au niveau de toutes les structures qui ont travaillé sur le texte, il nous a paru vraiment important de rétablir cette justice à cette catégorie de personnes. Et encore une fois, ce n'est pas une innovation du Gabon. En France, cela se fait. Dans bien d'autres pays, cela se fait. Donc, de notre point de vue, ce que le Code électoral établit, c'est une forme de justice et la lecture qui est la nôtre, c'est une lecture qui devait permettre à ces compatriotes de contribuer à l'avancement de notre pays. Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous, des conditions mises en place pour qu'ils se portent candidats? Oui. Dans le Code électoral, il a indiqué que ces personnes doivent solliciter une autorisation de leur hiérarchie, un mois avant le scrutin. Et la mise en disponibilité est consacrée. Et si la personne n'est pas élue, la personne peut repartir dans son corps, dans sa corporation. Si elle est élue, sa mise à disponibilité court le temps du mandat. Donc, et puis, bien évidemment, il y a tout le dispositif qui s'accompagne. C'est-à-dire que cette personne doit maintenant respecter tout ce que dit le Code électoral en matière de campagne, en matière de comportement civique, citoyen. Tout ce que dit le Code électoral, cette personne doit respecter comme elle s'est engagée à être candidate pour l'une de ces élections présidentielles, législatives ou locales ou sénatoriales. L'armée qui était au préalable là pour sécuriser l'État se retrouve dans la gestion de la chose publique. Attention. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Non, non, non. Là, ce n'est pas l'armée qui... Non. Ça, c'est un individu qui décide à un moment de mettre en parenthèse son statut, son statut de militaire ou de membre des forces de défense et de sécurité et qui va pour un destin politique, un destin civil, le temps de sa vocation. S'il estime qu'il n'est pas satisfait dans ce qu'il a vu pour ce destin, libre à lui de retrouver sa corporation. Donc ce n'est pas l'armée, c'est un individu, puisque l'armée reste là, l'armée reste, comme d'habitude, républicaine, régalienne. Le 12 avril, c'est la date de la prochaine élection présidentielle. On a une seule date, mais pourtant la Constitution nous parle d'une élection à 2 tours. Oui.
qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Est-ce qu'on s'arrête sur le 12 avril ou est-ce qu'il faudrait que le ministère communique sur la date du deuxième tour? L'obligation est faite de donner la date du premier tour. Il n'y a aucune disposition qui oblige de donner la date du deuxième tour avant de l'avoir connue. Et on ne peut la connaître qu'une fois les résultats au moins proclamés, annoncés, j'entends. Effectivement. Donc, j'ai bien vu le débat, mais de vous à moi, si nous disons que l'élection, le second tour a lieu 2 ou 3 semaines après, sur la base de quoi? Mais c'est toujours bien de rassurer qu'il s'agit d'une élection présidentielle à 2 tours. Bien sûr, scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Ça, c'est clair. Le Code n'a pas changé ce que la Constitution a établi. Donc, nous, simplement, nous avons fixé la date du premier tour. Et le moment venu, lorsque, à la fin du scrutin, nous allons, et là aussi, c'est l'un des défis qui est celui du ministère de l'Intérieur, celui de la Commission, c'est de pouvoir, comme nous l'avons fait pour le référendum, dans un délai très court, annoncer les résultats provisoires. Une fois que nous aurons ces éléments, nous pourrons être en capacité d'avoir des estimations pour fixer la date du second tour. Donc, ce n'est pas le silence qui veut dire que l'élection est à 1 tour. Non, non, non. C'est une élection à 2 tours. De ce point de vue, rien n'a changé. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans ce code électoral que nous n'avons pas abordées? Alors, d'abord, je vous invite à le parcourir. On a commencé à le faire. Je vous assure que c'est une mine d'innovation importante. Alors, 2 que je voudrais évoquer, c'est 1, au niveau de l'article 216, je crois, en ce qui concerne le vote des Gabonais de l'étranger. Ce code prévoit désormais 2 sièges pour ces Gabonais de la diaspora. Pour contribuer à mettre fin à ce débat. 2 sièges au Parlement, on entend. À l'Assemblée nationale. D'accord. Uniquement, pas au Sénat, à l'Assemblée nationale. Pour contribuer à mettre fin à ce débat. Les Gabonais de l'étranger ne contribuent pas, l'État n'assiste pas les Gabonais de l'étranger. L'opportunité est donnée à nos compatriotes de porter la voix de la diaspora, de porter la voix des Gabonais de l'étranger. Nous commençons avec 2 sièges. Dans 5, dans 10 ans, peut-être nous aurons à 10, 20, pourquoi pas. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation que je voulais relever, c'est l'article 147 sur le régime de vote par procuration. Ouais. Jusqu'à présent, il y avait la contrainte de faire que le mandant et le mandataire soient inscrits dans le même bureau de vote. Désormais, il y a beaucoup plus de flexibilité. L'exigence est 1, d'être sur la liste électorale, 2, d'être dans la même circonscription électorale, avec la sécurisation du NIP sur le formulaire de procuration pour éviter des situations de multiples procurations. Donc je tenais vraiment à indiquer cela, et si je dois clore le chapitre sur le code électoral, en me permettant de rappeler quelques dates en ce qui concerne l'élection du président de la République, dès le jeudi 27 février, du 27 février au 8 mars, nous allons recevoir les compatriotes qui déposent leur candidature à l'élection du président de la République. D'accord. Du 27 février au 3 mars, lorsqu'ils viennent prendre le formulaire, ils doivent indiquer la langue, parce que dans la loi, dans la Constitution, il est fait obligation à ces candidats de parler une langue locale. Donc, au moment de récupérer le formulaire, ils doivent faire le choix de la langue pour qu'entre le 3 et le 8 mars, ils puissent être reçus devant la commission d'aptitude linguistique pour évaluer leurs aptitudes dans cette langue choisie. Deuxième obligation, c'est la commission médicale, le collège médical. Donc, du 27 au 8 mars, une fois qu'ils se seront fait enregistrer, ils seront reçus par le collège médical pour toute une série d'examens. Là aussi, à l'issue de quel examen sera établie une aptitude médicale. Donc, je tenais à le dire, du 27 au 8 mars, donc 27 février étant le début de réception des candidats pour retrait de formulaire, 8 mars étant la date limite de dépôt de candidature pour l'élection du président de la République. Un autre gros chantier sur lequel vous êtes, et pas des moindres, c'est l'établissement de la carte nationale d'identité électronique. On aimerait savoir où en est-on, faire le point. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez par rapport à l'établissement de cet outil important pour le Gabon? Alors, nous en sommes aujourd'hui à plus de 120 000 compatriotes qui se sont fait enrôler pour l'établissement de la carte nationale d'identité électronique. Vous savez que c'est une pièce importante. Oui. Je l'indiquais lors d'une précédente émission, lorsque nous recevons des compatriotes, nous devons prendre le temps de bien examiner les pièces qui sont versées au dossier. Parce qu'une fois que vous avez cette carte, vous avez la certification que oui, vous êtes bien gabonais. Sur ces presque 120 000 compatriotes, nous avons déjà produit près de presque 50 000 cartes nationales d'identité. Et seulement la moitié a été récupérée. Ça veut dire qu'il y a encore une bonne partie de ces cartes, on est autour de 22 000, qui sont encore dans les locaux de la DGDI. Donc je profite vraiment de ce plateau, de cette occasion, pour inviter les compatriotes qui se sont fait établir des cartes d'identité
de passer les récupérer à la DGDI. Il y a plus de 22 000 cartes nationales d'identité qui sont produites et qui n'attendent que leur titulaire. Nous avons attendu cette pièce. Depuis 2013, les Gabonais étaient en souffrance. Ils demandaient d'avoir la pièce d'identité. Le chef de l'État s'est engagé à faire en sorte que les Gabonais aient leur carte nationale d'identité. Le 22 juin 2024, à Lambaréné, il s'est fait enrôler avec la première dame. Le 24 juin 2024, à la Ouloumi, à la DGDI, il a reçu sa carte nationale d'identité électronique. Et le 27 juin, nous avons lancé l'opération, d'abord dans le Grand Libreville. Au moment où nous parlons, cette opération est quasiment sur tout l'ensemble du territoire. Est-ce qu'elle est dans les 9 provinces? Oui, c'est vrai, à des fortunes diverses. Pourquoi? Parce qu'en certains lieux, il y a des soucis quelque peu logistiques, il y a des soucis de connexion, parce que ces dispositifs, ces sites doivent être interconnectés. Donc, c'est vrai que, encore une fois, nous avons quelques soucis par-ci, par-là, mais de manière globale, comme c'est une activité qui est pérenne, il ne s'agit pas d'une opération que nous commencerions le 1er, le 30, non. Qui est préélectorale, il faut préciser aux Gabonais. C'est ça, c'est une opération qui est là. Donc, nous sommes engagés à établir la carte nationale d'identité électronique. Le chef de l'État s'est engagé à faire en sorte que les Gabonais aient leur carte. Les cartes sont produites. Pour celles qui le sont, passez les récupérer. Pour celles qui ne le sont pas encore, suivez le programme et vous allez vous faire enrôler. Effectivement, il y a 2 griefs qui sont faits à ce niveau, Monsieur le ministre. Le premier, c'est au niveau des éléments. Vous avez dit, pour obtenir cette carte, il fallait qu'on vérifie. Mais on a l'impression que les éléments qu'on nous a demandés pour le NIP sont les mêmes qu'on nous redemande pour la carte nationale d'identité électronique. Tout simplement. Et on a même certains qui disposent du NIP, certains compatriotes qui nous font des retours, puisqu'on promène souvent nos caméras, à la DGDI notamment, et qui se retrouvent là devant les agents bloqués parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas un bon acte de naissance, qu'ils n'est pas en forme, avec tous ces problèmes. Comment on peut avoir le NIP, mais arriver à ce niveau, être encore bloqué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour espérer obtenir finalement ce sésame? Vous faites bien de relever cela. La première chose à faire, c'est d'être patient. D'être patient. C'est un processus qui, à terme, va sécuriser cette pièce d'identité. Nous sommes avant-gardistes dans notre pays. Cette carte avec cette puce est avant-gardiste, avec les promesses de son utilisation à travers la plateforme d'interopérabilité, c'est le e-service. Donc, 1, être patient. 2, c'est normal. Lorsque vous faites enrôler au NIP, les agents vous enrôlent, les agents prennent les pièces, les agents vous établissent un NIP, mais les agents n'ont pas la qualité ou les outils nécessaires pour procéder à la vérification séance tenante in situ des documents. C'est lorsque vous faites établir la carte nationale d'identité que nous croisons les données avec celles de la DGDI qui sont plus fiables. C'est là justement que nous prenons le temps, comme on dit, de checker chaque document. Et lorsqu'il y a des interrogations, on appelle ses compatriotes. Lors de l'opération de révision de la liste électorale, nous avons encore constaté quelques anomalies. Nous avons dû appeler des compatriotes. Certains nous ont saisis pour indiquer que voilà un peu les difficultés. Et de manière progressive, grâce à la commission que nous avons mise en place, nous traitons tous ces cas. Mais c'est normal que cela se passe ainsi. C'est normal qu'il y ait du temps pour vérifier la pièce. C'est normal qu'on s'interroge, j'ai le NIP, pourquoi on me demande les mêmes documents? Parce que, je vous le dis, à l'exercice, certains bien malins ont cru pouvoir jouer avec l'administration. Passer entre les mailles du filet. Fort heureusement, le dispositif qu'on a mis en place a permis de clarifier un certain nombre de choses. À côté, il y a ceux qui ne possèdent pas encore le NIP, qui ont voulu obtenir la carte nationale d'identité électronique, mais à qui on a dit qu'il fallait au préalable avoir le NIP. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, le site n'est plus fonctionnel. Alors, là, c'est un souci logistique. D'accord. Vous savez, pour la révision de la liste électorale, nous avons dû utiliser une partie des kits qui sont, mais également utilisés lors d'établissement des cartes nationales d'identité par la DGDI. Donc, à terme, c'est permettre à la DGI d'avoir suffisamment de kits, permettre au ministère dans son entièreté d'avoir suffisamment de kits pour que les 2 opérations puissent aller de manière concomitante et sans anicroche. Mais vraiment, c'est simplement un défi logistique. Mais une fois, et c'est le cas, nous avons terminé la révision de la liste électorale, nous renforçons les sites. Pour les kits, pour le NIP, on établit, et au fur et à mesure, on va reprendre avec la carte nationale d'identité. Puisque lorsque nous allons rentrer dans la phase de réclamation, ce n'est pas un nouvel enrôlement. C'est ça. Ce n'est pas un nouvel enrôlement. C'est simplement pour ces personnes qui ont signalé des modifications, de constater si ces signalements ont été pris en compte ou pas. Donc là, nous aurons suffisamment de kits pour continuer les opérations du NIP. Est-ce que vous pouvez rassurer les compatriotes? Est-ce que d'ici fin février, début mars, le site sera de nouveau fonctionnel? On pourra avoir accès pour obtenir un NIP? Oui, notamment. Surtout après la phase de réclamation. Pourquoi? Après la phase de réclamation, nous allons
publier la liste électorale définitive 2025. Donc là, les machines seront beaucoup plus disponibles pour les opérations de NIC. Mais c'est un défi logistique. Beaucoup de Gabonais, ce sera peut-être la dernière question liée à la carte nationale d'identité, se plaignent également de la lenteur. Vous avez parlé d'un certain nombre de cartes qui sont disponibles, mais il y a certains qui se sont fait enrôler depuis août dernier, mais qui n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité. Ils vont à la DGDI, elle n'est toujours pas sortie. Pourquoi ce retard dans les procédures, monsieur le ministre? De manière claire, s'il y a retard, c'est qu'il y a un problème au niveau de la pièce d'identité, des dossiers qui ont été fournis plus tôt. Et quand c'est le cas, nous appelons les compatriotes et nous voyons si, un, ils peuvent produire la pièce d'identité attendue, si, deux, ils doivent justifier la raison de la présentation de ces pièces d'identité. Alors, deux, on peut avoir des situations d'engorgement ou logistique que j'indiquais, mais pas pour des situations où nous avons, depuis août jusqu'à maintenant, non. C'est vraiment, si c'est le cas, c'est les cas extrêmes. Ouais. Et on pourrait les compter des bouts de doigts. Donc il faudrait que les compatriotes se rapprochent des services de la DGDI pour se rassurer que leur carte nationale d'identité électronique soit disponible. Monsieur le ministre, il y a la grosse question liée à la sécurité. Vous êtes comme nous résidents dans la capitale gabonaise, mais aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus le couvre-feu. Donc les Gabonais ont repris à avoir une vie un peu plus tard dans la nuit, mais beaucoup ne s'aventurent pas parce que l'insécurité n'a de cesse de grandir. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour permettre à nos forces de sécurité d'assurer véritablement leur rôle, d'assurer leur mission? Bon, déjà, il faut dire que c'est un constat, il n'y a pas que vous qui faites ce constat, c'est un constat qui est aussi partagé. Nous avons deux mouvements. On a un mouvement où des efforts sont déployés au plus haut niveau de l'État, par le chef de l'État, par les hautes autorités, pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Que ce soit les capacités opérationnelles, que ce soit les moyens roulants, que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit l'amélioration de la vie du soldat. Donc, il y a ces efforts qui sont faits. Et justement, on a l'impression qu'il y a tout un paradoxe. Il y a ce second mouvement qui, bien évidemment, laisse encore voir soit des signes d'insécurité, soit un sentiment fort d'insécurité. Donc, les deux vont ensemble. Mais encore une fois, c'est un constat qui est partagé. Qu'à cela ne tienne, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est un cap qui a été fixé. Des moyens ont été déployés, des efforts ont été consentis. Sur certains pans, nous voyons ces fruits portés. Sur d'autres, ça tarde encore. Je prends le cas de la police scolaire. Nous venons de mettre en place des unités de police scolaire pour permettre que dans les établissements, ils puissent avoir davantage de sécurité. Ça, c'est un engagement fort. Et nous avons, au niveau de la police, comme objectif de recruter au moins 3000 policiers. Donc, dans le cas des différents contingents, donc il y a un contingent... Pour la police scolaire ou pour les forces de police nationale, d'abord. Donc, je vous dis, et certains de ces éléments vont aller justement renforcer cette police scolaire. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter, un, les effectifs, deux, d'améliorer la formation, de faire en sorte que ces agents qui vont être formés ne soient pas des agents véreux, plutôt que d'inquiéter le voleur, il viendrait inquiéter les citoyens. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, et pour cela, lorsque des indélicats commettent de tels actes, ils sont sévèrement réprimandés. À cela s'accompagnent des efforts qui ont été consentis en matière de moyens roulants. Vous avez vu à plusieurs reprises au camp de Baraka les moments où le chef de l'État a remis aux forces de défense et de sécurité des importants moyens roulants. Nous avons également, en ce qui concerne les forces de police nationales, lancé des chantiers sur la construction de postes de police avancés. Là, nous attendons simplement le raccordement de certains d'entre eux, que ce soit Bizango, Bikele, le PK7, le raccordement aux fournitures d'eau et d'électricité. Nous avons lancé également des programmes de construction, de réhabilitation de commissariats de police à Lastoville, à Mwanda, à Boué, ainsi de suite. La réhabilitation de certains logements, le camp de police d'Akemi Djogoni, qui est en travaux de réhabilitation. Donc, tout cela, nous croyons, doit, et je suis d'accord avec vous, correspondre à des situations sur le terrain où on voit que le sentiment de sécurité a augmenté et surtout que la sécurité elle-même a augmenté, avec des patrouilles pédestres là-dessus. Donc oui, tant que nous aurons ce constat, nous aurons le sentiment que nous
nous ne sommes pas encore arrivés. Mais je peux vous dire que le cap, il est fixé et nous continuons toujours dans ce sens. Une question sur la décentralisation qui a été actée dans la nouvelle constitution. Monsieur le ministre, le Gabon est désormais une république décentralisée. Mais on aimerait savoir comment se concrétise le transfert de compétences entre l'administration centrale et les collectivités locales. D'abord sur les textes. Le cadre juridique a été quasiment bouclé et nous avons organisé la deuxième réunion du comité technique de décentralisation, à l'issue de laquelle nous avons mis sur la table, et là de la Commission nationale de décentralisation que le Premier ministre va présider dans les prochaines semaines, l'ensemble des matières. Donc l'idée, c'est d'identifier des ministères, des matières et des moyens. Donc dans le cadre de la phase pilote qui a été actée, qui va concerner le premier semestre 2025, 7 ministères ont été retenus. Très bien. Le ministère de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Habitat, des Eaux et Forêts, de la Santé, de l'Énergie et de l'Éducation nationale. Ces 7 ministères vont avoir des compétences qui vont être transférées dans les 9 capitales provinciales. Comment on le fait, ce transfert? Mais aussi dans les collectivités locales dont les ressources propres ont un montant supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Donc, il s'agit d'évaluer. Et là, la Commission nationale de décentralisation va examiner les propositions qui ont été faites. Il s'agit d'évaluer les compétences locales et leur capacité à mettre en musique ce qui sera mis à leur disposition. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la question de la délivrance du permis de chasse est centralisée au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Par exemple. Voilà. Dans le cadre de cette phase pilote, il s'agira de donner à une collectivité locale cette compétence. Donc cette compétence devra ou pourra maintenant délivrer des autorisations de chasse. C'est une compétence qui va lui revenir. Si cela est adossé à une dépense, il faut lui donner un budget correspondant. On va au niveau du ministère de l'Habitat. Si une compétence que le ministère de l'Habitat assumait depuis Libreville, je prends un exemple comme ça, permis de construire ou permis de tout ce qu'on veut. Accès au foncier. Voilà. Cette compétence sera désormais confiée à la collectivité locale. S'il y a un budget qui est adossé, le budget doit accompagner cela. Mais encore une fois, il y a un travail similaire qui se fait au niveau de la fonction publique locale. On doit s'assurer que localement, il y a bien cette fonction publique qui peut accomplir cette mission que l'État central réalisait depuis la capitale ou à travers les services déconcentrés de ces unités administratives. Donc, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement s'est engagé pour le premier semestre 2025 à mener cette phase pilote. Fort heureusement, nous sommes véritablement soutenus par le Parlement. Le Sénat a mis en place une commission ad hoc pour suivre effectivement l'évaluation de cela. Et dans les prochaines semaines, le Premier ministre va présider cette commission nationale de la décentralisation qui va acter les compétences de ces 7 ministères à transmettre et également les moyens qu'il faudra mettre à leur disposition. Très intéressant, déconcentration, décentralisation, on parle de 2 termes différents. C'est cela. Les collectivités locales, est-ce qu'elles vont rentrer dans leur plein droit? Est-ce qu'elles auront leur autonomie de gestion? Est-ce qu'elles seront finalement indépendantes de cette administration centrale? C'est l'objectif. Attention, ce n'est pas une indépendance juste comme ça. Ce n'est pas un État fédéré concret. Voilà, il y a toujours ce rattachement à la tutelle, il y a toujours cette comptabilité à assurer, à justifier, mais on pousse dans quand sa même gestion. l'autonomisation. C'est l'objectif. C'est l'objectif, que cette collectivité soit en capacité de s'organiser sur la base de ses ressources et sur la base des compétences qui lui sont dédiées. C'est l'objectif. Où va s'arrêter le pouvoir de la collectivité locale? Puisqu'on a ces ministères qu'on va envoyer à l'intérieur du pays, on prend le cas du ministère de l'Habitat, vous l'avez dit. À l'intérieur d'une collectivité locale, il y a que nous avons un plan de développement local et nous voulons aménager les parcelles. Est-ce qu'il faudrait que la collectivité locale réfère à chaque fois au ministère de l'Habitat qui sera déjà présent sur place ou est-ce qu'elle pourra également, avec son autonomie de gestion, ça dépendra des compétences qui sont transférées. Dans cette phase pilote, certaines compétences ont été identifiées. Si dans cette phase pilote, la collectivité locale fait la démonstration qu'elle peut gérer ses compétences, par la suite, le comité technique de décentralisation et les comités provinciaux vont mettre sur la table de nouvelles compétences. Et là, ça fera l'objet de nouvelles discussions au niveau des comités avec le ministère de l'Habitat, en faisant savoir au ministère de l'Habitat, bon, vous avez confié 2 compétences à ces collectivités locales, elles ont su relever le défi, mais elles en veulent davantage. Examinons les compétences supplémentaires que vous pouvez mettre à disposition de ces collectivités locales. Et ça se discute dans le cadre de ces organes de la décentralisation.
Monsieur le ministre, 52 minutes, ça passe très vite. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Le gouvernement s'exprime avec vous. C'est terminé, mais on va vous permettre de conclure. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, simplement indiquer que notre pays amorce une phase importante de son histoire. La transition commencée le 30 août 2023 va bientôt prendre fin. Et parmi les marqueurs de cette accélération, il y a cette élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est cette élection qui rythme le quotidien au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le prochain rendez-vous que nous avons, c'est le 27 février, où nous allons recevoir des Gabonaises et des Gabonais, avec leur caution de 30 millions, venir se porter candidat pour l'élection du président de la République. C'est un rendez-vous qui est important. Au-delà de ces candidats, c'est le citoyen qui doit accompagner tout le processus. C'est le citoyen qui doit être plus que citoyen, qui doit s'intéresser à la chose politique. Nous l'avons vu pendant le référendum. Nous le voyons pendant la révision de la liste électorale. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ce citoyen, c'est aussi celui qui doit s'imprégner, doit s'approprier, doit faire du code électoral son livre de chevet pour voir les dispositions que ce code électoral dit sur les activités de pré-campagne, de campagne, sur tout ce qu'il faut comme comportement citoyen en pareille circonstance. C'est notre affaire à tous. Il ne s'agit pas de la seule affaire du ministère de l'Intérieur, il ne s'agit pas de la seule affaire de l'autorité de contrôle des élections du référendum, c'est l'affaire des Gabonaises et des Gabonais. C'est ce que je tenais à dire. Herman Imongo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était donc l'invité de ce numéro du gouvernement qui s'est exprimé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, monsieur le ministre, encore une fois, pour votre disponibilité. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très vite avec un nouveau numéro et un nouveau membre du gouvernement, pourquoi pas.